Mais on va d'abord revenir sur un épisode important qui s'est déroulé au début de l'été, le 27 juin dernier, entre accord entre le Congo RDC, le Rwanda, sous la houlette de Donald Trump et des Américains. Comme je le disais, je rentre du Congo où cette perspective de paix dans l'Est semble réjouir beaucoup de monde. Il y a un vrai enthousiasme autour de cet accord. Il y a des affiches avec Trump, Tshisekedi dans les rues de Kinshasa. Est-ce que vous partagez cet optimisme des Congolais ? Hélas non. Hélas non. Après 23 ans de travail sur cette région et sur ce pays en particulier, j'ai donné beaucoup, énormément pour prendre tous les risques possibles, et parfois inimaginables pour un pays pour lequel je n'ai aucun lien, je dirais, ni familial, ni d'intérêt, etc. Parce que vous êtes franco-camerounais. Oui, donc j'ai été pris de sympathie pour le Congo et pour son histoire, d'abord politique, et puis pour cette tragédie que je trouve totalement absurde, puisque l'agression du Congo date de 1994, ça ne date pas d'hier, d'avant-hier, etc. Et en fait, je ne partage pas cet optimisme pour une raison très simple. C'est que le Rwanda a été identifié depuis 2012 par les membres du Congrès américain comme un pays agresseur de la RDC. 11 membres du Congrès américain ont écrit au président Kagame pour lui dire que son pays menait des actions extrêmement dangereuses pour la stabilité du Congo et ont demandé que cette situation cesse. En 2022, le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, M. Bob Menendez, a écrit au secrétaire d'État Blinken, lui demandant demandant que les États-Unis suspendent toute aide au Rwanda, parce que en 2021, les États-Unis avaient alloué au Rwanda 147 millions de dollars. En 2023, je pense, ils ont proposé 145 millions de dollars. À quel titre ? C'est l'aide du Rwanda depuis les événements de 1994. Oui. Tout le monde paye, l'Union européenne paye, les États-Unis payent, les Pays-Bas payent. Une sorte de réparation. Mais oui, mais tout le monde a versé de l'argent. Les États-Unis sont devenus, avec l'Union européenne, les premiers donateurs. Les États-Unis, premier donateur bilatéral, et l'Union européenne, premier donateur multilatéral. Donc, on se retrouve avec des sommes faramineuses qui n'ont jamais été allouées de ce que je sais des pays africains qui ont connu des atrocités ou des drames particuliers. Le Rwanda est celui qui bat tous les records d'aide extérieure pour les événements de 1994 qui sont passés il faut le rappeler, 30 ans. Alors, quand je dis que je ne partage pas cet optimisme, c'est que toutes ces demandes émanant des élus américains n'ont jamais eu de suite. Que ce soit sous l'administration Clinton, qui est à l'origine du drame congolais, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, que l'administration Trump était sur le papier considérée comme l'administration qui n'avait pas pris part à tout ce qui s'est passé au Rwanda et au Congo. Et donc, les Congolais avaient, et ça, je les comprends très bien, ils avaient un espoir que la situation pouvait changer. Sauf que les intérêts qui sont en jeu derrière toute cette affaire sont beaucoup plus importants qu'un accord signé, d'ailleurs, accord qui n'a pas été respecté du tout. Pour le Rwanda. Pour le moment, mais il faut qu'il soit signé à Washington. Et là, il va y avoir donc Félix-Antoine Tshisekedi d'un côté et Paul Kagame. Les deux risquent de se retrouver dans le bureau ovale avec Donald Trump. Il y a quand même quelque chose qui engage le Rwanda à faire, à agir et à concrétiser cet accord de paix, non ? Oui, non, je pense que c'est une situation étrange
Parce qu'en réalité, le Rwanda n'a jamais respecté aucun accord de cessez-le-feu depuis des années. Et je pourrais apporter des précisions tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que les Congolais ne connaissent pas bien leurs adversaires. Parce que sur le plan militaire, vous êtes bien placé pour le savoir, c'est que pour mieux combattre un ennemi, parce que les Rwandais considèrent les Congolais comme leurs ennemis, on ne sait d'ailleurs pas ce que les Congolais leur ont fait, parce qu'ils ont accueilli les Hutus, les Tutsis, chaque fois qu'ils avaient des problèmes chez eux, ils ont été accueillis. Les Ougandais aussi. Oui, ils ont tous été accueillis. Ouais. Non, les Congolais, c'est un peuple pacifique, ce sont des gens accueillants. C'est-à-dire qu'on peut tout leur reprocher, sauf ça. Bon, alors, sauf leur générosité. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont aujourd'hui victimes de leur générosité. Et donc, entre 90 et 91 et 93, quand il y a eu les événements au Rwanda, quand l'armée patriotique rwandaise a attaqué le Rwanda, il y a eu l'ensemble de la communauté internationale, la France, les États-Unis, la Belgique, qui se sont mobilisés pour pousser le président Habyarimana à aller vers des accords de paix. Et la stratégie qu'a utilisée Paul Kagame et son mouvement rebelle, puisque lui, il est habitué aux rébellions, donc pour lui, c'est tout à fait banal ce qui se passe au Congo. Donc, la stratégie de Kagame, c'était ce qu'ils appellent eux-mêmes le talk and fight. C'est-à-dire qu'ils parlent, ils négocient, et en même temps, ils préparent les actions militaires. C'est exactement ce qu'ils font au Congo depuis 2003. C'est-à-dire depuis 2003, il y a eu les accords de Sun City, il y a eu toutes sortes d'accords. Il y a eu au moins plus d'une dizaine d'accords signés. Aucun de ces accords n'a été respecté. Donc c'est pour cela que j'ai dit que on va dans une situation où les Congolais ont envie, ils ont une soif terrible de la paix. Et je les comprends de ce point de vue-là. Et je pense que tout le monde peut les comprendre. Le seul problème, c'est que pour faire la paix, il faut être deux. Quand il y a un conflit, il faut être deux pour faire la paix. Quand vous avez une partie qui veut la paix et qu'il y a une autre qui ne fait que guerroyer, c'est très compliqué pour la partie qui veut la paix d'atteindre cet objectif. Alors, justement, est-ce qu'on peut considérer que le facteur Trump peut avoir un impact ? Alain Juillet, donc l'ancien directeur de la sécurité de la DGSE, qui était dans le même fauteuil que vous la semaine dernière, et on lui a posé la question sur l'évolution de la situation dans la région des Grands Lacs, et il estime que Trump fait le calcul qu'il peut s'emparer des terres rares, puisqu'il y a un côté business évidemment comme toujours avec Trump, en traitant directement avec la RDC, plutôt que de passer par un intermédiaire. Est-ce que, d'abord, vous êtes d'accord avec lui, et qu'est-ce que ce changement de braquet des Américains, puisque là, on clore complètement ce qu'on pourrait appeler l'ère Clinton, ou les conséquences de l'ère Clinton dans cette région, est-ce que vous ne pensez pas que, malgré tout, ça peut avoir un impact ? Oui, non, je partage l'analyse de M. Juillet sur le fait que M. Trump a envie de discuter directement avec le propriétaire. Parce qu'on a affaire à des voleurs qui viennent du Rwanda et on a affaire à un propriétaire qui est le Congo. Avant, on s'adressait aux voleurs. Mais même l'Union européenne s'est toujours adressée aux voleurs, tranquillement. Je me souviens d'ailleurs à l'époque que M. Sarkozy disait que le Congo devait partager ses richesses avec le Rwanda, alors que tout le monde savait que le Rwanda allait voler les richesses du Congo. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que le Kagame, M. Trump marche aussi un peu sur les œufs. Pourquoi il marche sur les œufs ? Parce qu'il y a une partie du lobby minier américain qui se moque éperdument des droits de l'homme, des discussions qui se font ouvertement ou en secret. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir accès aux ressources. Et j'ai cru comprendre qu'un des membres, n'est-ce pas, de l'administration Trump a dit qu'ils ne sont pas contents, ils ont organisé des sanctions contre un certain nombre de personnes parce que ces gens empêchent les États-Unis d'accéder aux ressources. Bon. Donc, notamment parlant de la mine, l'un des plus grands gisements, le gisement le plus important, le gisement de coltan, de Roubaïa. Bon, qui était jusque-là un gisement qui était contrôlé par le Rwanda. Et d'ailleurs, qu'ils sont en train de... Il est encore plus. Il est encore plus après l'arrivée, la reprise des combats avec du M23 et de l'arrivée de M. Joseph Kabila, dont
on aura l'occasion de dire un mot tout à l'heure, parce que quelqu'un qui a été président de la République qui se retrouve dans une rébellion, c'est quand même étrange. Alors, ils veulent accéder directement à ces gisements et à d'autres gisements. Alors, précision pour ceux qui nous écoutent, le coltan est un élément essentiel en informatique. On ne pourrait pas utiliser de téléphone portable s'il n'y a pas de coltan. Évidemment. Et le seul producteur au monde, c'est le Kivu. Il n'y en a pas là, ailleurs. Les plus grosses réserves sont au Kivu. Ouais. Et d'ailleurs, pour renforcer ce que vous dites, pour les États-Unis, le coltan a été découvert depuis 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, et considéré à l'époque par le Pentagone comme un produit stratégique de la sécurité des États-Unis. Donc, vous comprenez que les États-Unis, les ingénieurs américains, sont au courant que ce minerai, pour eux, est quelque chose de fondamental. Donc, ils se battent pour accéder à ce minerai, pour pouvoir avoir un accès, indéfini à ce minerai. Donc, la question de Kagame, pour eux, peut être, de ce point de vue, une question importante. C'est-à-dire, s'il veut vouloir partager ça avec les États-Unis, ils ne sont pas d'accord. Mais la question fondamentale pour les Congolais, c'est que leur pays ne soit en sécurité, que le droit international ne soit pas violé, ce qui est fait depuis 30 ans dans ce pays. Les États-Unis ont reconnu que le territoire rwandais était violé. Je pense Congolais. Congolais, pardon, était violé. Je crois que c'était l'un des premiers principes, c'était même, ça figurait dans les accords qui ont été signés avec le Rwanda et les États-Unis. Oui, celui du 27 juin. Oui, 27 juin. Ouais. Mais, sauf que le dernier rapport du mois de juillet des Nations Unies dit que, eh bien, les troupes le M23 et les troupes de Kagame, c'est-à-dire que les Rwandan Defense Forces, c'est-à-dire que les forces de défense rwandaises occupent le territoire congolais actuellement. Oui, c'est un rapport de...